je pense que c'est important quand on arrive à un moment de sa vie de pouvoir dire qui on est sans injonction, mais de partager son parcours de vie, ses expériences. Et ce qui est assez frappant, surtout dans le retour, et ça je pense qu'il faut vraiment s'y préparer, c'est que les autres ont continué leur vie. Dans la vie professionnelle, on va te donner un pyjama qui est trop grand pour toi, à toi de le remplir. Bonjour Laurence. Bonjour Mathilde. Je suis vraiment trop contente de vous recevoir. Merci. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter en quelques mots ? Évidemment. Alors, je suis Laurence Champier, j'ai 55 ans. J'ai 2 grands garçons de 20 et bientôt 20 ans et 22 ans. Et je suis une passionnée de la vie, de l'amitié et du travail. Voilà, c'est ce qui peut me définir en fait. Je crois que c'est ces 3 mots qui me définissent le mieux. Pourquoi est-ce que vous avez accepté mon invitation ? Alors parce que déjà, je pense que j'aime transmettre, j'aime partager. Je pense que c'est important quand on arrive à un moment de sa vie de pouvoir dire qui on est sans injonction, mais de partager son parcours de vie, ses expériences, et puis peut-être donner envie à des jeunes femmes de se donner les moyens en fait, et de ne pas avoir peur d'y aller. Voilà, c'est vraiment ça qui, quand je vous ai rencontré, m'a donné envie de dire oui. Quand vous étiez petite, Laurence, vous vous rêviez comment ? Vous vous imaginiez comment en étant plus grande ? Alors, je m'imaginais à la tête d'une grande tribu, ce qui n'est pas le cas parce que j'en ai déjà 2, c'est du boulot, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis très fière d'eux, je les aime, évidemment. Et je m'imaginais dans le monde des livres où j'étais une petite fille assez imaginative. J'étais déjà enfant unique, j'ai eu un demi-frère, mais on n'a pas été élevés ensemble. Et donc, je passais beaucoup de temps dans les livres. C'est un objet qui m'a toujours accompagnée. Et je crois que j'aurais aimé être libraire ou documentaliste, entourée de ces objets qui me fascinent. Donc, un rêve que je n'ai pas réalisé, quoique, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. Bien sûr. Vous continuez de cultiver votre passion pour cet univers ? Oui, je lis beaucoup, ça c'est sûr. Je suis très éclectique dans mes choix de lecture. Je lis assez rarement d'ailleurs ce qui est primé ou les livres dont on parle. En tout cas, pas tout de suite. Et j'adore passer des heures dans une librairie. Voilà, j'achète très très peu de livres sur Internet. Pas que je trouve pas ça pratique, mais en fait, j'aime cette odeur des livres touchés. Vous allez vous immerger. Jaquette et un résumé parfois suffit à ce que j'achète le livre, parfois 2, parfois 3. Mon mari d'ailleurs s'agace un peu parce que j'ai une énorme pile sur ma table de nuit. Il faut les ranger. Est-ce que vous lisez tous les livres que vous achetez ? Alors, quand j'étais plus jeune, je me forçais à finir le livre quoi qu'il arrive, même s'il m'intéressait pas, même si je rentrais pas dans l'histoire. Aujourd'hui, non. Je veux dire, si je me rends compte au bout de quelques pages, quelques même centaines de pages que ça m'intéresse pas, je vais à la fin, voilà, parce que j'ai envie de savoir comment ça se finit. Je suis quand même toujours curieuse, mais je m'oblige plus à ça. Vous n'avez pas bossé pour l'instant dans cet univers-là. Vous avez démarré votre carrière dans une agence. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots peut-être de toute cette première partie de carrière, peut-être jusqu'à ce temps d'expatriation en Polynésie ? Alors qu'il y a un peu une anomalie, parce que j'ai fait des études d'histoire de l'art, et donc je me destinais, là aussi c'était un rêve de petite fille ou de jeune fille, à être expert en meubles. Et puis, mais expert en meubles, ça veut dire quoi ? Alors, expert en meubles 18e, parce que j'ai fait une école d'histoire de l'art, et je me suis dirigée sur option de négoce. Voilà, je suis sortie dans les années 90, où le marché de l'art connaissait une crise très profonde. Et puis, on m'a parlé d'une agence de communication qui travaillait avec des marques de luxe, des marques d'artisanat français. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'allier les deux. Et donc, j'ai fait un premier stage. Et puis ensuite, j'ai eu de la chance que ça a toujours été des rencontres aussi marquantes dans ma vie. Ils m'ont proposé de faire une année de maîtrise en école de journalisme. Et en fait, je suis rentrée dans la communication comme ça, un peu par hasard. Mais toujours, il y a toujours ce lien, en tout cas, de la curiosité. Donc, j'ai travaillé pour des grandes maisons, comme Saint-Louis, Gien, etc. Et puis, au bout d'1 an et demi, en fait, c'est pas que je m'ennuyais, mais je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était le travail. Et le travail de ces artisans, par exemple, j'adorais aller dans les ateliers, les voir travailler. Et le côté un peu industriel des choses. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Je suis passée dans une autre agence où je travaillais pour des marques grandes conso, dans des usines. J'adorais emmener les journalistes voir comment ça se fabriquait, passer du temps avec les gens sur les chaînes de fabrication.
Et donc, j'ai quitté le monde du luxe assez sans regret, je dois dire, Ouais. pour passer dans le monde plus prosaïque des produits que nous avons tous chez nous, de la lessive, du papier toilette, Ça, etc. c'est hyper intéressant parce que souvent, les gens ont une forme d'admiration pour le luxe qui est un petit peu une sorte de Graal. Vous Ouais. avez fait le chemin inverse au départ. Alors, chemin inverse, parce que j'ai aussi eu des rencontres et des gens qui m'ont dit, bah, voilà, on aime bien ce que tu fais dans l'agence où tu es, je pars, voilà, j'ai un autre projet, est-ce que tu voudrais venir dans l'agence dans laquelle je suis maintenant? Et j'ai toujours aussi suivi cet instinct, ce qui fait que voilà, j'ai gravi à la fois les échelons professionnels et construit une carrière qui était assez cohérente. Et puis l'alimentation qui est venue s'ajouter à ça, parce que j'ai travaillé aussi pour des marques alimentaires. Et ça m'a donné le virus, en fait, c'est pas par hasard que je suis arrivée aux banques alimentaires après, je pense, de cette vraiment perception très forte que l'alimentation, c'est un levier d'inclusion dingue. On est un pays de bouffe, on est un pays, on aime bien parler de nourriture, mais on est aussi un pays plein de paradoxes où des gens ne mangent pas à leur faim. Donc voilà, donc ça, c'est ce petit fil rouge, en fait. Je crois aussi de la petite fille qui a envie toujours, hein, de changer un peu les choses, voilà, et d'aller se colter aux difficultés, en fait, de la société et de ce qui vient nous déranger aussi un peu. Oui, et puis vous avez déjà vachement contribué et vous allez nous raconter et certainement qu'il va y avoir d'autres chapitres à venir. Ouais, je suis pas toute seule. Mais vous n'êtes pas toute seule, ça c'est sûr. Dans cette première partie dans les agences, Laurence, vous dites, vous avez employé plusieurs fois le mot rencontre. Est-ce que parfois vous avez postulé à des emplois? Est-ce que c'est finalement toujours quelqu'un qui est venu vous chercher en vous disant Laurence, je pense à vous, je pense à toi là-dessus, parce qu'ils avaient confiance en vous et qu'ils avaient finalement projeté des choses que peut-être même vous n'aviez pas imaginées? Bah, c'est complètement ça. C'est-à-dire que j'ai eu la chance à chaque fois soit de trouver des mentors, soit des clients m'ont recommandé dans les agences où je suis allée. En tout cas, j'ai jamais eu la sensation d'être en recherche d'emploi. Et je dois dire qu'à 55 ans, puisque je me trouve dans cette posture aujourd'hui, c'est pas évident. Voilà, parce qu'effectivement, on est toujours venu me chercher ou j'ai trouvé ça hyper fluide. Et puis que probablement, effectivement, je dégageais quelque chose dont j'avais même pas conscience moi-même, qui faisait que les gens avaient envie de me faire confiance. Vous n'aviez pas peur, vous étiez, dès qu'on vous confiait un nouveau challenge, c'était plutôt de l'ordre de la motivation? Ouais, et puis j'ai eu, dans une de mes expériences en agence, j'ai eu un de mes patrons, Dirk Ibar, qui a été assez fondamental dans ma construction professionnelle aussi. On était dans une agence américaine, donc voilà, c'est des agences aussi qui vous font, en tout cas, c'était un grand réseau où il y avait beaucoup de confiance, énormément de juniors et beaucoup d'autonomie. Donc vous étiez très junior à ce moment-là. Et moi, j'étais assez junior quand je suis rentrée. Et j'en suis sortie directrice de clientèle 7 ans après. Donc, Dirk me dit un jour, écoute Laurence, en fait, il faut que tu comprennes que dans la vie professionnelle, on va te donner un pyjama qui est trop grand pour toi, à toi de le remplir. Et je pense très souvent à cette image-là, même si évidemment, comme tout le monde, je me pose des questions, je suis pas du tout une machine de guerre, je suis pleine de questionnements, mais je pense toujours à cette phrase et je me dis, bah voilà, il faut y aller, quoi. Mais ça, c'est Et génial. puis, je pense qu'il y a aussi l'éducation, le sérieux, la qualité du travail rendu. C'est une éducation que j'ai reçue. Là, pour le coup, de vos parents. On parle de Mes l'éducation. parents, de mes grands-parents. Ouais. Voilà, on doit travailler, on doit être sérieux dans ce qu'on fait, on ne doit pas décevoir. Donc, c'est pas toujours facile à porter non plus, mais ça aide. Voilà, moi, je pense que ça m'a aidée dans ma carrière. Vous avez plutôt confiance en vous, vous l'avez toujours eu professionnellement, sans arrogance, c'est pas le sujet, mais vous êtes tenu par quelque chose de l'ordre de je suis capable? Voilà, alors je suis capable, mais j'ai pas confiance en moi. Voilà, mais je résiste pas à un nouveau challenge. Ça, c'est canon. J'aime, bon, évidemment, tout ce que vous avez dit. J'adore le fait que vous ayez employé le mot pyjama. Parce que je trouve que souvent, les gens parlent de costume trop grand. Et j'aime ce mot de pyjama, qui renvoie à quelque chose de plus quotidien, de moins conventionnel. Et je le garde. Doux aussi. Ouais, plus doux aussi. Ok. Et donc après, toute cette première partie, donc vous êtes parti en Polynésie. Ouais. Est-ce que vous voulez nous raconter ça? Avec mes deux petits qui avaient 1 an et 3 ans à l'époque. Mon mari était médecin militaire. Et on a fait le choix de partir en Polynésie pour une de ces missions. C'est un pays qu'on connaissait très bien parce que mes beaux-parents y vivaient. Mon mari y avait vécu très jeune aussi avec ses parents. Et donc, c'est un peu le pays de cœur.
Voilà, j'ai pas résisté 2 secondes quand il m'a dit: «Écoute, voilà, on me propose la Polynésie». J'ai dit Ok. oui, même si effectivement ça allait avoir des conséquences sur ma carrière ou en tout cas mon parcours professionnel, et j'ai aucun regret. Ça a été une parenthèse enchantée. Donc c'était ok de quitter votre carrière à ce moment-là Ouais, et de la alors mettre. j'avais fait le choix en plus c'était une période où j'avais quitté le monde de l'agence pour, me colter un peu à celui du freelance et j'aimais pas. J'aime pas travailler toute seule. Donc je pense que ça arrivait au bon moment. Enfin moi je crois assez à ça. Voilà et donc j'ai vécu un challenge parce que j'ai voyagé toute seule avec mes 2 enfants. Mon mari était déjà sur place. Et c'est vachement loin et vachement long. Voilà, 24 heures de voyage toute seule. C'est les mamans et les papas qui l'ont vécu sauront de quoi je parle. Ah bah absolument. Donc bon, pas évident, mais voilà, évidemment, tout ça balayé par 2 années merveilleuses. Merveilleuses parce que c'est l'accueil d'un pays, c'est une expérience pour nos enfants, même si le petit n'a aucun souvenir. C'est rageant, ça, Laurence. Ce qui le fait rager, il me dit: «Ah mais arrêtez de me parler de Tahiti». Alors que nous, on a larme à l'œil dès qu'on entend un ukulélé et dès qu'on parle de Tahiti, c'est quelque chose qui est très marquant. C'est aussi la rencontre et des amitiés hyper fortes. C'est-à-dire qu'on a rencontré des personnes peut-être qu'on n'aurait jamais rencontrées si on était resté en métropole et qui sont des vrais amis. J'étais encore avec eux. On est à un festival polynésien le week-end dernier au Sable d'Olonne. On s'est tous retrouvés. Ça, c'est mythique. Voilà. Donc, assez. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est des amitiés très fortes parce qu'on vit tous la même chose d'être loin de nos familles, loin de nos amis, loin de nos bases. Et puis, c'est aussi la construction de notre cellule familiale. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'on a été 4 pendant 2 ans. Même si on a eu beaucoup de visites, les gens sont venus nous voir, nos amis, notre famille. Mais il y a un truc qui s'est construit qui est vraiment extrêmement fort et je pense qu'il ne nous sera jamais enlevé du coup. Ah bah c'est Il ne sûr. nous appartient qu'à nous 4. Et que vous aviez, alors vos enfants étaient jeunes à ce moment-là, mais aussi eu le loisir et la possibilité de construire parce qu'il y a un moment, c'est aussi un moment où il y a plus de place finalement. Quand on part, on n'a plus toutes les injonctions du quotidien. On peut les adorer, ces injonctions, mais ça n'empêche qu'à un moment, quand on s'évade, on est un tout et donc on est censé exister ensemble, se développer, Exactement. on a plus de temps. C'est assez impressionnant. C'est exactement ça, c'est se donner une certaine liberté dans les horaires, c'est de s'autoriser ce qu'on ferait pas, d'aller à la plage le soir ou le matin parce qu'on se lève très tôt. Voilà, enfin, je me vois pas du tout faire ça sur une plage sur l'Atlantique ou dans la Méditerranée, ce qui est peut-être idiot, mais c'est comme ça. C'est d'aussi oser voyager avec des petits, ce que j'aurais pas forcément imaginé. Hein. Je prends ma voiture et je mets les enfants et les valises dans le coffre et voilà, c'est parti pour la transhumance de l'été. Là, c'est pas ça, c'est de prendre un petit avion qui vous emmène dans une île où il n'y a pas forcément tout le soutien médical. Alors, j'avais bien sûr mon mari médecin, mais voilà, il y a des petites prises de risques. Et puis, j'ai vraiment profité de la vie. Hein. J'ai plongé, j'ai découvert la plongée sous-marine. Donc, ça a été aussi, c'était un dépassement de moi parce que je n'aime pas nager et je n'aime pas nager dans la mer. Comment vous avez fait du coup pour aimer ça? Et en fait, j'ai aimé ça parce que justement, j'étais immergée dans l'élément. Et je le croyais pas, j'avais peur des requins. Je fais des plongées avec des requins. Vous en avez dû en voir plein. Nuit, oui, et ça a été aussi voilà, un moment, je pense, de dépassement de soi qui est hyper important. Et pour tout vous dire, on y retourne cet été tous les 4. Ça, c'est... Donc, voilà, on va boucler la boucle. On a cassé notre tirelire pour que, justement, ça va faire presque 20 ans qu'on est parti là-bas pour, avant que les enfants prennent leur envol, on boucle ce chapitre de notre vie ensemble. Mais tellement bien. Et cette fois-ci, ils auront tous les deux des souvenirs. Ah ben, j'espère. J'aime l'histoire de la plongée et je trouve que ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça l'est pas du tout. C'est-à-dire que vous vous êtes lancé dans un challenge dans lequel vous étiez probablement extrêmement inconfortable. Et est-ce qu'après, il n'y a pas un espèce de goût de « en fait, j'ai fait ça et j'y ai même pris du plaisir ». Donc en fait, il y a pratiquement plus de limites au défi que je peux me lancer. Est-ce que ça donne pas une espèce de force, quelque chose qui se décuple? Alors, certainement. Après, il y a plein de choses que je ferai jamais. Je sauterai jamais en parachute ou en l'élastique. Voilà. Mais oui, la fierté d'avoir dépassé, encore une fois, je veux dire, la peur de la mer, c'est 11 ans, les dents de la mer, avec mon petit cousin. Et j'ai plus jamais aimé nager dans la mer depuis que j'ai vu ce film. Donc, évidemment, il faut faire attention aux écrans, etc., etc. Mais c'est surtout que je pense qu'on avait une génération de parents pas très attentifs à ce genre de choses. On nous montrait des trucs, voilà, et sans se rendre compte que voilà, ça allait avoir des vraies conséquences
sur mon appréhension de l'eau. Et j'aime toujours pas ça. Hein. Voilà. Et j'aime pas le moment où on remonte sur le bateau et qu'on a encore les pieds dans l'eau. Ah ouais. Voilà. Et là, vous vous imaginez avec vos jambes et la Là, prise tu de vue regardes, d'en bas. Ouais, c'est alors que d'aller nager, je dis pas que c'est ce que je préfère, mais d'aller nager dans un mur de requins, d'avoir cette chance de descendre. Alors, la Polynésie, c'est aussi extraordinaire parce que vous descendez à 40 mètres, l'eau est à 25 degrés. Il y a une lumière folle. Non, c'est dingue. Donc voilà, c'est aussi des conditions extraordinaires. Mais oui, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est, je pense, quelque chose du dépassement et qui peut-être m'a aidé aussi après. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez pris la décision finalement à un moment de revenir en métropole? Alors, on n'a pas décidé, ça nous a été imposé. Sinon, on a décidé pour vous. Voilà, le ministère des Armées a décidé pour nous. Donc, on est rentré. Vous l'avez su combien de temps avant? On l'a su. On savait déjà en partant que ça serait pour 2 ans. Donc, on a su en janvier-février où on devait atterrir. Alors, au départ, c'était Colmar, après Reims, Orléans. Changement de décor. En fait, encore changement de décor et très, très loin de la mer. Ouais. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent venir à Paris. Et donc, par un joli coup du sort, il y a un médecin qui devait venir à Paris qui n'a pas voulu venir. Et voilà, et mon mari a dit on va rentrer à Paris, on a tous nos amis, toutes nos 2 familles. Et voilà, on s'est retrouvés sur nos bases 2 ans après en ayant beaucoup changé. Et ce qui est assez frappant, surtout dans le retour, et ça, je pense qu'il faut vraiment s'y préparer, c'est que les autres ont continué leur vie. Et ça peut parfois créer des décalages quand on retrouve les gens. Des gens qu'on a perdus, des amis, parce que ils comprenaient pas ou ils sont pas rentrés dans notre histoire, et nous on était en décalage par rapport. Oui, et puis vous étiez baigné de cette histoire qui vous avait structuré. Encore 16 ans après. Hein, bah ouais. Voilà. Donc à ce moment-là, j'allais dire encore plus. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous au moment où vous êtes rentrés tous les 4? Alors, ça s'est bien passé. Ça a été. Après, c'était l'entrée à l'école d'Alexandre, donc en petite section maternelle. Et en école d'ingé aujourd'hui. Ça grandit beaucoup trop vite, ces petites bêtes. Très vite. C'était l'entrée en CP de Louis. Et en fait, ça s'est bien passé. Moi, très forte nostalgie. Un peu du mal à revivre à Paris, qui est pourtant une ville que j'adore, que je voyais grise. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais bien au bord de mon lagon. Enfin bon, ça a changé depuis, évidemment. Et pas l'envie du tout de retourner en agence. Ok. C'était surtout, en fait, une certitude. C'était de continuer à avoir un métier. Évidemment, je voulais travailler. Ça, c'était pas négociable pour moi. Mais en ayant du temps encore pour mes enfants, pour ma famille. Et c'est comme ça, en fait, assez naturellement que je suis venue au bénévolat. En me disant, parce que je pouvais le faire aussi, financièrement. C'est important de le dire. Je vais donner 1 an de ma carrière à une cause qui me plaît. Et j'ai découvert cette cause complètement par hasard en regardant la télé un soir sur la précarité, notamment la précarité alimentaire. Il y avait un témoignage sur les banques alimentaires que je ne connaissais pas. Et hop, avec mon petit ordinateur, je suis allée voir et chercher une chargée de com bénévole. Voilà. Incroyable. Donc, l'histoire a commencé comme ça. Donc, vous avez occupé ce poste au début en tant que bénévole. Vous vous y étiez vu pour 1 an, vous venez de le dire. Ouais. Finalement, ça a un peu dépassé. C'était clair. J'ai d'ailleurs dit au président de l'époque, président, je vous donne 1 an. Et il me dit, restez au moins la durée de mon mandat. Je dis, écoutez, non, je peux pas. Après, il faut que je travaille. Il faut que je gagne ma vie. Et puis, j'y suis restée 16 ans. Énorme. Donc voilà, avec là aussi des rencontres assez fondatrices et fondamentales pour moi. Ce premier président, Alain, qui a été quelqu'un qui a compris en fait que le monde associatif était en train de changer et que la communication était devenue indispensable pour construire la notoriété, mais surtout pour aller chercher des nouveaux financements et puis une certaine crédibilité à l'action des banques alimentaires pour les plus précaires, toujours dans le sens d'aider les personnes. Donc voilà, il m'a proposé un job après de salarié, de monter le service communication, puis le service communication. Donc au bout d'1 an, vous êtes resté? Ouais, je suis restée. Vous êtes resté quand même bénévole pendant X temps? 1 an. 1 an, ok. Ouais, 1 an et 2 mois. Ok. Et après, il me dit, Laurence, je voudrais que vous restiez avec nous. Qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut... Voilà. Et puis, il m'a donné cette feuille blanche en me disant, la com, il y a tout à faire.
Ce qui était vrai, parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas de charte graphique, tout le monde n'utilisait pas le même logo. Donc on était un réseau, mais Sans identité. sans identité. Donc ça a été passionnant. J'étais toute seule. Donc gros challenge aussi. Et en même temps, dans un job, je pressentais déjà que ça avait du sens, qu'il y avait de l'impact. Donc j'y suis restée, j'ai développé le service. Ils étaient 5 quand j'ai quitté la direction de la communication. Et avec voilà, quelques grands moments de fierté aussi, notamment avec les gilets orange, par exemple, qui est devenu maintenant la marque de fabrique des banques alimentaires. Alors, c'est ce fameux gilet que la DDE met sur les bords des routes, mais qui est en fait l'élément différenciant. Nos bénévoles portent ce gilet orange pour des raisons de sécurité. Et quand on a fait une manif, je fais une petite digression, mais on manifeste pas beaucoup, on n'est pas une association très militante, mais à un moment donné, l'Union européenne voulait sucrer toutes les aides à l'aide alimentaire en Europe et laisser sur le carreau 60 millions d'Européens qui étaient dans des difficultés alimentaires. Et donc, on a décidé avec tous les autres réseaux, le Secours Populaire, les Restos, la Croix-Rouge, etc., d'aller au Trocadéro manifester notre désaccord à cette décision européenne. Et on avait nos gilets orange. Et en fait, j'ai une révélation. Je me dis, mais on ne voit que nous. Donc, pour une communicante, c'est génial. Bah, bien sûr, joli coup de com'. Et après, c'est devenu un outil, et après un outil de communication. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie intégrante de l'image de marque des banques alimentaires. C'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Laurence, juste pour qu'on soit tous à la page, le rôle des banques alimentaires ? Alors, les banques alimentaires, c'est le premier réseau d'aide alimentaire en France. Leur mission principale, c'est une action d'aide alimentaire, c'est-à-dire d'apporter aujourd'hui à environ 2,4 millions de personnes une aide alimentaire, c'est-à-dire des produits alimentaires de qualité diversifiée tous les jours de l'année, parce qu'on n'a pas faim qu'à certains moments de l'année. Et pour cela, on s'appuie sur un réseau d'associations partenaires. On en a plus de 6000 sur tout le territoire français qui sont en relation directe avec les bénéficiaires. Nous, on est une super plateforme logistique. C'est plus de 220 millions de repas qui passent dans les banques alimentaires chaque année et qui permettent à des personnes environ d'économiser 90 € par mois sur leur budget pour ne pas acheter de l'alimentation, mais faire face à d'autres dépenses contraintes. Donc voilà, c'est un superbe projet qui a 40 ans, qui est malheureusement encore d'actualité, mais qui est en même temps très optimiste, dans le sens où le fait d'apporter de l'aide alimentaire et de permettre à des familles, on accueille 150 000 bébés par an, c'est 500 000 jeunes de 15 à 25 ans, donc aujourd'hui toutes les couches de la société sont touchées par cette précarité alimentaire, mais c'est aussi de les accompagner au travers de la distribution. Quand vous distribuez un café, un colis, vous invitez des étudiants d'une épicerie sociale, et ben on aborde plein d'autres sujets, la santé, l'emploi, la beauté, la socio-esthétique, et donc on permet aussi aux personnes qui sont en situation de fragilité finalement de récupérer une certaine dignité et de ne plus avoir cette charge mentale de se dire comment je vais nourrir mes enfants cette semaine. Ça, c'est fait, c'est pris en charge, je vais pouvoir donc mettre mon énergie à autre chose. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, et on a un pays qui est un pays sur ce sujet-là, qui est très en avance. L'État vraiment a pris position pour que l'aide alimentaire ait les moyens de ses ambitions. Donc j'étais très honorée pendant 16 ans de représenter ce réseau, de représenter ces hommes et ces femmes aussi, parce que c'est 7000 bénévoles qui se lèvent pour une grande majorité d'entre eux à 6h du mat pour être dans des entrepôts où il fait très chaud l'été, hyper froid l'hiver. Des gens qui sont à la retraite et qui ont décidé de s'engager malgré tout. Voilà, donc c'est une super aventure humaine. Est-ce que c'est dur parfois ? Parce que vous adressez quand même un public qui est en immense fragilité. Alors certes, vous leur apportez énormément de positifs avec les denrées alimentaires, est ce que vous venez de dire, mais ça n'empêche que c'est sans doute lourd, difficile. Comment est-ce que on fait face à ça ? Très honnête, c'est que j'ai choisi, je pense, les banques alimentaires aussi de manière totalement inconsciente, parce que c'est une association qui est en amont des associations de terrain, et donc pas confrontée forcément justement à cette grande précarité, à cette grande détresse au quotidien.
J'avais, avant de rentrer aux banques alimentaires, fait des maraudes, de la distribution. Et là, je rentrais chez moi, le Un peu bide en dépité. vrac, parfois très déstabilisée par cette violence dont vous parlez, parce que les gens sont dans une détresse tellement forte que la personne qu'ils ont en face d'eux, elle va prendre. Voilà, je veux dire, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, mais eux, il faut que ça sorte. Donc ça, c'est difficile. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup développé, dans le cadre des banques alimentaires, des formations à l'écoute pour former les bénévoles et les salariés des associations à dénouer des situations un peu critiques, à ne pas prendre pour soi les réactions parfois violentes, à ne pas être trop empathique non plus. Voilà, parce que sinon, effectivement, On peut pas. on écope avec une petite cuillère de l'Atlantique. Hein, donc, voilà, moi, je pars du principe que on voit les chiffres augmenter. Il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin des banques alimentaires ou d'autres associations d'aide alimentaire ou de lutte contre l'exclusion. Mais pour autant, il y a aussi une telle prise de conscience de la société de ces enjeux. Justement, on parle beaucoup de RSE. Et dans la RSE, on parle beaucoup de l'environnement, mais les engagements sociétaux sont forts. Et moi, je vois énormément de gens autour de moi qui s'engagent, des jeunes, des moins jeunes, pour que ça aille mieux. Donc voilà, oui, il y a une charge mentale qui est collective, parce que c'est pas supportable de voir des gens dans la rue dormir, Bien sûr. de voir des enfants ne pas avoir un petit déj le matin et donc avoir moins de chances que les nôtres de réussir leurs études, parce que ça induit aussi des problèmes de santé, des violences intrafamiliales. Enfin, voilà, c'est peut-être j'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais c'est ça aussi la précarité, c'est pas juste de ne pas avoir un logement ou de ne pas manger à sa faim. Vous avez raison. Tout ce qui va autour. Ok. Voilà, c'est la petite minute sérieuse. Ouais, mais elle est importante. Elle est importante. Donc, vous avez été en charge du service communication. Ensuite, racontez-nous. Et ensuite, on a pris la décision, le conseil d'administration a décidé de créer les partenariats et donc de s'ouvrir au mécénat, sachant que la banque alimentaire au départ était une association sans compte en banque, donc on est très loin. Voilà, l'utopie est passée, on s'est rendu compte quand même qu'il fallait qu'on ait un peu de sous. Et donc, j'ai monté les partenariats et ça, c'était les 30 ans des banques alimentaires. Et à ce moment-là, le directeur général de l'époque et le président m'ont confié un projet, c'était de fêter les 30 ans et de monter un événement qui marque cet anniversaire. On dit, c'est pas célébré, mais en tout cas, Ouais. voilà, qui marque les 30 ans. Et j'ai organisé avec mon équipe, les 30 ans des banques alimentaires sur le parvis de l'hôtel de ville. On a recréé, c'était au moment de la collecte nationale, donc c'est au moment où vous avez tous nos gilets orange dans les supermarchés qui vous demandent une petite part de vos courses, le tri de la collecte parisienne, avec une immense tente, tous les camions qui venaient des magasins, des arrondissements autour de l'hôtel de ville, et des bénévoles qui triaient la collecte, pour montrer aux Parisiens que ce qu'on faisait était très pratique, très de proximité aussi. La boîte de conserve ou le pot de confiture qui était donné allait aller dans une association proche de là où ils avaient donné. Donc c'était pour démontrer ça. On a fait une disco soupe géante qui a été distribuée le soir même en maraude porte de Vincennes. Voilà, un certain nombre d'événements et un grand succès. On a eu Bernard Pivot comme parrain, donc ça c'était énorme, assez chouette. Et puis évidemment tous les politiques de l'époque, ministres, etc., qui sont venus pour remercier l'engagement des entreprises. Et à la suite de ça, en fait, mon prédécesseur prenait sa retraite. Et un jour, il me convoque dans son bureau et il me dit « Laurence, est-ce que vous verriez assis à ma place ?» Et là, j'ai fait comme souvent quand même dans ma vie, je me suis retournée. Je me suis dit, mais à qui de quoi il parle ? Il y a quelqu'un d'autre ? Et très honnêtement, la première fois, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je trouvais que la marche était vraiment haute. Vous l'aviez pas en tête, Laurence ? Je l'avais pas du tout en tête, que j'adorais ce que je faisais. Donc, j'étais hyper bien dans mon rôle de communicante, de porte-parole de l'association. Il m'a dit OK. Donc j'ai eu une petite blessure d'orgueil. Il n'a pas insisté ? Il n'a pas trop insisté. Et puis en fait, quelques mois après, il m'a reproposé. Et là, j'ai dit oui. Je savais que ça allait être compliqué. Je savais que ça allait être dur, que c'était un nouveau métier, mais en même temps, j'avais encore envie de rester dans cet assaut et quelque part là, on peut pas refuser une proposition comme ça. Bah ouais. Donc vous avez été la directrice générale des banques alimentaires pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Et avec en plus une chance immense, parce que j'ai connu
toutes les crises. Le Covid, les gilets Super. jaunes, l'inflation, l'Ukraine, voilà, donc ça a pas été tout repos. Ça a été, mais en même temps, voilà, je regrette pas. Ça a été un choix de raison quelque part. Toujours, voilà, on peut pas refuser ça. Mais au final, c'était un choix du cœur. Et je trouve ça chouette de me dire, maintenant que ces 8 années sont passées, que j'ai pris la décision d'écrire un nouveau chapitre professionnel, de regarder ça de regarder ces 8 années avec beaucoup de bienveillance. Et puis me dire, ouais, je l'ai fait. De la fierté aussi. Quels sont justement les faits, les éléments dont vous êtes le plus fier? Qu'est-ce que vous leur avez apporté? Avec quoi est-ce qu'ils restent 8 ans après? Alors, je pense que je leur ai apporté ma personnalité. C'est-à-dire que j'ai pas changé, même si j'ai changé, évidemment. Puisque je suis passée de collègue à directrice générale. Donc, le titre et la fonction changent quand même. Je mets un petit point là-dessus, justement, Laurence. Donc, ça veut dire que vous étiez avant en direct du directeur général et donc vous êtes devenue la directrice générale. Ouais. Un petit mot pour ceux qui peuvent se retrouver dans cette situation. Je suis la collègue et je deviens la boss ou le boss. Eh ben, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il faut se dire qu'on va changer. Et moi, j'avais ce truc assez ancré de me dire non, mais je ne changerai pas, je resterai moi, je ferai les choses. Et en fait, non, parce que y a plein d'éléments exogènes, évidemment, où vous passez à un niveau d'interlocuteur qui n'était pas du tout les mêmes que ceux que vous aviez avant, mais aussi en interne. Les gens, vous n'êtes plus leurs collègues, ils vont plus vous parler de la même manière à la machine à café. Vous êtes la boss, c'est vous qui allez prendre les décisions, les concernant la stratégie de l'assaut. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je conseillerais vraiment d'être accompagné. Moi, je pense que j'ai perdu un peu de temps. À essayer d'y arriver toute seule. Un peu par orgueil. Et aussi parce que le monde associatif est peut-être moins organisé en termes de ressources humaines. Et donc, on se dit, ça va le faire, quoi. Allez, on y va, on se retrousse les manches. Bon, ouais, je vais y arriver toute seule. Et puis, on m'a pas passé grand-chose. J'ai pas eu beaucoup de passations, même si j'ai été très accompagnée par mon directeur précédent. Mais c'était un homme, un général 5 étoiles, qui avait fini sa carrière à l'OTAN. Bon. Sacrée personnalité. Moi, j'étais une petite nana blonde de 40 ans. Donc voilà, ça a été... ça, je pense qu'il faut s'y préparer à tout ça, mais rester soi, quand même. Je suis pas devenue plus dure. Mais vous avez pris votre nouveau pyjama. Mais j'ai pris mon nouveau pyjama. Et encore une fois, je pense que d'être accompagnée dans sa prise de poste, c'est hyper important. Vous l'avez été après ou pas? Pas du tout. Okay. Après, je l'ai demandé sur des sujets de la gestion des conflits, des résolutions des conflits. J'ai eu à mener, par exemple, un licenciement hyper difficile. Là, j'ai été accompagnée. Parce que je sentais que j'étais à la limite de ce que je pouvais faire. Donc, quel est ce dont vous êtes le plus fier, Laurence? Je vous ai coupé l'herbe sous le pied, pardon. Non, pas de... Alors, le plus fier, j'ai plein de choses. Plein de choses. Une fierté, c'est d'avoir développé les ressources financières de la fédération et du réseau des banques alimentaires. Parce qu'en 5 ans, on a multiplié par 10 le budget de l'association. Comment vous avez fait? Comment on a fait? Alors là, pour le coup, c'est vraiment de prendre son bâton de pèlerin, d'être là au bon moment, je pense, d'avoir justement travaillé cette communication très en amont. À un moment donné, on avait besoin de demander rien à personne. Et ça, c'est aussi, je pense, quelque chose d'assez fondamental. C'est que en communication, quand vous faites des relations presse ou après de la communication, de se construire un réseau et d'aller à la rencontre des gens, de leur faire connaître ce que vous faites sans attendre rien en retour, fait que le jour où vous avez besoin, on vous connaît déjà, il y a une oreille un peu plus attentive. Donc ça, je pense que c'est ce qui a payé. C'est la première chose. Et puis malheureusement, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, toutes ces crises successives qui ont fait qu'on a mis un focus, les médias notamment, sur l'aide alimentaire et qu'on s'est rendu compte que c'était un vrai souci dans notre pays. Et donc, comme on est le premier réseau d'aide alimentaire, qu'on est implanté partout sur le territoire, qu'on n'a pas fermé pendant le Covid, par exemple, c'est vrai que quand l'État ou les collectivités ont eu des projets à mener ou des financements à donner, ils se sont tournés vers les banques alimentaires parce qu'on avait été solide, robuste, on s'est adapté, et qu'on a tenu la barre quand même pendant ces 2 années de Covid notamment, sans fléchir, quoi. Donc, c'est pas
c'est pas une réussite, c'est plusieurs. C'est d'avoir développé le nombre de bénévoles aussi. Parce que je suis arrivée, il y avait à peu près 4500 bénévoles, il y en a 7000 aujourd'hui. Waouh. Alors qu'on voit un désengagement et aujourd'hui une attrition du bénévolat dans beaucoup d'autres secteurs. Et puis, je suis assez fière de ce que j'ai fait. Voilà. Et ça, je vous l'aurais pas dit il y a 6 mois, mais je le dis aujourd'hui. Je suis heureuse que vous le disiez, parce que vous avez bien raison. Vous avez été distinguée à 2 reprises. Ouais. Vous avez reçu la Légion d'honneur en 2021 et vous venez de recevoir vous venez d'être nommé par L'Oréal et Forbes sur le prix 50 over 50. Qu'est-ce que ça représente pour vous et racontez-nous un peu ça. Alors, j'aime pas trop parler de moi, même si on le fait depuis un petit moment. Bah voilà. C'est pas l'exercice que je préfère. En fait, alors déjà, j'ai eu la Légion d'honneur dans un contexte particulier parce que c'était une promotion Covid. Donc, je l'ai eu pour moi, mais je l'ai eu avant tout. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai considéré, que je le considère toujours, comme une reconnaissance du réseau des banques alimentaires. Et il se trouve que j'étais la directrice générale. C'était pour vous. C'est comme ça, le choix a été fait par le ministre des Solidarités de l'époque et de la Santé. Je l'ai vécu avec beaucoup de fierté, mais je dois dire avec un peu de tristesse aussi, parce que cette remise de médaille, j'ai pu la partager avec personne. Ah. Elle m'a été remise par le ministre, mais au ministère, en tout petit comité, parce qu'il y avait encore toutes les restrictions dues au Covid. Alors j'avais mes enfants, mon mari, mon frère. Oui, mais pas forcément tous vos copains ou plus de bénévoles. J'avais 2 collaborateurs avec moi, mais du coup, ça n'a pas été cette grande fête que j'aurais pu faire avec tous les bénévoles et les salariés qui m'ont accompagnée pendant toutes ces années. Donc ça, c'est un peu et puis un peu ce syndrome d'imposture, hein, quand même, toujours. Un peu de gêne. Ouais, un peu de gêne. Je veux dire, mais en fait, je n'ai fait que mon travail. Oui. Bah, vous l'avez bien fait. Ouais, mais alors maintenant, ça va mieux. Voilà, je la porte même de temps en temps. Ah ouais. Pas toujours. Mon mari me rappelle souvent à l'ordre, d'ailleurs. Il vous dit, Laurence, il faut que tu la mettes. Ouais, parce que... Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que m'avait dit aussi le ministre Véran. Il m'a dit, vous savez, on vous la donne, mais il faut que vous soyez fiers de la porter. Alors, je la mets pas sur mon pyjama, mais c'est vrai que j'essaie de la porter. Voilà, Quoi, un dîner chez... C'est assez marrant parce que chaque fois que je la mets, j'ai l'impression qu'on ne voit que ça. Ah ouais, bien sûr. Et du coup, non, mais mes amis sont assez fiers. Moi, j'ai 2 copains. Ça me fait toujours hyper plaisir parce que quand on est dans des endroits où on ne connaît pas tout le monde, ils me présentent toujours comme leur copine qui a la Légion d'honneur. Ouais, oui, mais c'est chou. Ils sont fiers de vous. Ouais, voilà, que je partage en fait. C'est quelque chose qui est une distinction personnelle, mais quelque part, on représente quand même, effectivement, tous ces gens engagés. Voilà, non, je suis très fière de... Voilà, là encore, le chemin a été fait et du coup, je la porte fièrement, mais je ne l'avais pas pour la remise Forbes, par exemple. Ah, vous l'avez pas... Ouais. Choix délibéré. Non, je pense un petit raptus. On se refait pas complètement. Et racontez-nous donc cette distinction, alors, 50 over 50. Là, c'est autre chose, évidemment, parce que la Légion d'honneur ou d'autres distinctions, c'est quelqu'un qui vous propose. Là, c'est un peu la même chose, parce que c'est une fille que j'ai rencontrée qui s'appelle Géraldine Durand, qui est vraiment une nana géniale, et qui me dit, Laurence, j'ai vu que Forbes lançait un prix, il faut que tu candidates. Alors, je dis, jamais de la vie, je vais pas remplir un formulaire où je vais rencontrer ma vie, mon œuvre, c'est pas du tout. Elle me dit, pour dire que je suis géniale. Franchement, c'est le moment de le faire. Voilà, tu te poses des questions sur la suite de ta carrière. Et puis, voilà, tout ce que tu fais, tout ce que tu incarnes, fais-le. Donc, je le fais, je l'envoie. Bon, je me dis... Vous écrivez à votre copine, c'est bon, je l'ai fait. Je l'ai fait. Allez, hop, le petit check. Le petit check. Et puis, pas de nouvelles, bon. Et je reçois un mail, je sais pas, 3 jours avant l'annonce du prix, et qui me dit, qui était un mail générique, je pense, qui dit, voilà, nous allons annoncer les prix dans 3 jours. Si vous n'avez pas de nouvelles avant demain soir, c'est que vous n'avez pas été sélectionné, mais sachez que votre profil... Moi, j'étais OK, ils m'ont envoyé ce mail, c'est bon. Merci, au revoir. Merci. Se sont débarrassés de moi gentiment. Mais vous allez recevoir un joli cadeau de L'Oréal parce qu'on le vaut bien. Bah, bien sûr. Et donc, je me dis, OK.
voilà, c'est comme ça, j'ai joué. Et puis en fait, il se trouve que le lendemain soir, j'ai reçu le fameux mail sous embargo. Et là, ça a été une autre Émotion. ouais. J'allais pas dire plus forte que la Légion d'honneur, parce que c'est pas comparable. Mais quelque chose de la reconnaissance vraie. C'est très étrange comme sensation. Qui tient à quoi? À la manière dont le prix est raconté? Je pense que c'est aussi parce que c'est des femmes de plus de 50 ans. Et qu'effectivement, quand j'ai dit que je quittais les banques alimentaires, ou je racontais que je me posais des questions, on me disait non, mais ne pars pas, mais t'es folle, t'as un job super, qui a du sens, l'herbe est jamais verte, tu vois plus verte en face. Je pense que les gens, quand vous leur racontez ça, ils ont peur aussi, donc ils vous transmettent un peu bien sûr, surtout n'y va pas, ça va être l'enfer. Voilà, ne prends pas ce risque, etc. Et donc là, ça m'a rassurée, en fait. Ça a rassuré la petite Laurence en disant non, tu as le droit de le faire et tu le mérites autant que les autres. Alors après, c'est toujours, quand vous êtes entouré de personnalités comme dans ce palmarès, voilà, ça remet aussi un peu les oreilles dans le sens du vent. Il y a des filles extraordinaires, des chercheuses, des grandes communicantes, des artistes, des femmes qui ont traversé la planète pour venir chercher en France ce qu'elles n'avaient pas dans leur pays, des femmes qui ont échappé à des violences intrafamiliales ou à des violences familiales sexuelles jeunes. Donc, voilà, c'est assez lourd et très léger à la fois. Donc, c'est un prix très particulier. Et en plus, j'ai beaucoup apprécié la démarche de Forbes et de L'Oréal, qui effectivement s'était portée par eux. Mais lors de la remise des prix, ils étaient vraiment très en retrait et ils nous ont mis en lumière. Et ça, c'est vachement chouette. C'est génial. Et moi, je me suis régalée, écoutée pendant 3 heures, 49 femmes. Je me suis dit, waouh, voilà, je fais partie de ce groupe. Alors que c'est beau. J'étais pas forcément destinée à ça, ou je m'imaginais même pas un jour. C'est surtout ça. Et c'est pas du tout de la fausse modestie. C'est très sincère. Voilà, c'est sincère. Moi, ce que je trouve génial dans ce prix, c'est... bon, évidemment, ils ont de manière historique le 30 under 30, 40 under 40. Il y a cette espèce d'injonction de il faut faire vite, il faut faire jeune, et qu'après, c'est trop tard. Et ben non, il y en a 50 après 50 ans qui sont des femmes super inspirantes. Certaines peut-être déjà identifiées par le grand public, en tout cas. D'autres moins. Du coup, je trouve qu'en tant que spectatrice, c'est un plaisir de vous contempler et de contempler les 49 autres. Ouais, et puis pour une petite anecdote, donc il y a le magazine Forbes que tout le monde connaît. Voilà, je l'achète, je montre à mes enfants, etc. Et puis quelques jours après, je vais chez le coiffeur et j'ouvre Femme Actuelle. Et là, je vois le palmarès Forbes et j'ai appris qu'ils avaient un partenariat avec Femme Actuelle. Et ça m'a fait sourire parce que quand j'ai commencé ma carrière comme attachée de presse dans le luxe, le Saint Graal, c'était d'avoir Femme Actuelle. C'est vrai. Après, dans la grande conso, le Saint Graal, c'était d'avoir Femme Actuelle. C'était le magazine, en tout cas à l'époque, le plus lu, avec le plus taux de prise en main, 7 millions de taux de prise en main. Enfin, un truc dingue. On avait Femme Actuelle, on était un peu les stars pour nos clients. Et là, je me dis, mais la boucle est bouclée. Mais c'est énorme. Je me retrouve dans Femme Actuelle, 35 ans après. Non, mais c'est génial. Voilà. Donc, il y a un truc, il y a un petit clin d'œil aussi du destin que j'ai trouvé assez chouette. Et puis, encore une fois, j'ai eu la chance de rencontrer ces femmes que je n'aurais jamais probablement pas rencontrées autrement. Et je les ai rencontrées parce que j'ai accompli quelque chose au sein de banque alimentaire. Non, mais franchement, c'est canon. Quel conseil, du coup, forte de toute cette expérience, et avant de parler de la suite, quel conseil est-ce que vous donneriez à la jeune Laurence, la plus jeune Laurence? Je lui dirais d'oser. Je lui dirais de faire confiance. Parce qu'en fait, je me suis fait confiance, mais j'ai fait confiance aussi à des gens qui m'ont guidée dans ma carrière professionnelle. Et puis, alors c'est peut-être une porte ouverte, mais c'est de rester soi, en fait, quand même. Moi, j'adore les enjeux, j'adore les challenges, j'aime bien quand c'est difficile. Je suis pas impressionnée par grand-chose dans mon métier, ce qui est un peu différent dans la vie personnelle. Ça, on est peut-être, je pense, nombreux pareils. Mais voilà, moi, je considère en tout cas que cette tranche de vie professionnelle, on n'avait pas le droit de me dire non.
Et ça, c'est une force. Et si je l'avais eu à 25 ans, j'aurais peut-être accéléré les choses. Mais en fait, je regrette rien, hein. Bah ouais, parce que votre Mais, parcours est dingue. Mais c'est de se faire plus confiance et de faire plus confiance aux gens parce qu'en fait, il y a plus de gens dignes de notre confiance qu'on ne croit. Et même si le monde aujourd'hui nous donne envie du contraire. Vous avez envie de quoi pour la suite? Alors, je suis en pleine réflexion, donc c'est passionnant aussi, et surtout, c'est assez inédit d'avoir du temps. Donc, je profite de ce temps pour me poser les bonnes questions. Peut-être revenir dans le conseil, parce qu'en fait, accompagner, faire grandir. Moi, j'ai adoré, par exemple, vous me demandez ce que j'ai aimé dans mon métier, j'ai adoré voir partir les gens de ma boîte. C'est quand même paradoxal parce que, évidemment, c'est la galère à chaque fois. Il faut recruter quelqu'un. Ça vient désorganiser les choses. Mais quand j'ai eu la chance d'accompagner des collaborateurs et qu'ils puissent partir ailleurs, partager leurs compétences ou leur réussite, et ben, ça a toujours été chouette. Et donc, je me J'adore. dis, peut-être qu'en fait, c'est là le petit truc en plus que je peux avoir. Donc, je ne sais pas encore, mais je suis assez confiante. Mais bien sûr. Pas peur. On se lance sur les 4 petites questions? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un film ou une réplique de film que vous aimez particulièrement? Alors, j'en ai 2 qui me viennent à l'esprit qui n'ont rien à voir. Il y en a une, c'est dans Le Mépris. Tu les aimes mes fesses parce que je... Voilà, désolée pour... parce que, j'ai détesté ce film, mais j'ai trouvé les acteurs magnifiques. Voilà, donc, je suis pas du tout une fan du Mépris. Et la deuxième, c'est toutes les répliques des Bronzés fonds du ski. Bien sûr. Voilà. Donc, j'en ai pas une, Mais des tonnes. mais des tonnes. Que vous utilisez avec vos copains, en famille. Et en famille, je pense que c'est le film qu'on a le plus vu tous les 4, et on est capable de le dire par cœur quasiment. Donc voilà, il y a ces monuments du cinéma français et puis ces monuments de la drôlerie quand même et du comique. Quoique avec le dîner de con, ça peut peut-être... Il y a un peu de compétition. Ouais, un peu de compétition. Voilà, pour le cinéma. Trop bien. Un livre que vous aimez particulièrement? Ça, c'est peut-être dur. Ouais, c'est très dur, mais en fait, c'est une saga. Alors, c'est pas du tout Goncourt, prix Femina, mais c'est une saga qui se passe au Canada, qui s'appelle Le Goût du bonheur, que j'ai relu il y a pas très longtemps, que j'avais lu il y a une quinzaine d'années, justement, à Tahiti. Et c'est le parcours d'une famille québécoise, avec ce vocabulaire, moi, qui me fait complètement rêver. Je rêve d'aller au Canada, j'y suis jamais allée. Et je sais pas pourquoi ce livre, en fait, m'accompagne. Je crois que c'est le livre que j'ai le plus offert. C'est 3 petits tomes, c'est je vais y arriver, Gabrielle, Adélaïde et Florent. Et après que je l'ai offert, j'ai une de mes amies qui a appelé sa fille Adélaïde. C'est vrai. Ouais, donc c'est une saga familiale qui me tient à cœur. Ok, j'adore. Je l'ai jamais lu. Super. Ok. Si vous pouviez inviter qui vous vouliez à votre table, vous inviteriez qui? Alors, j'inviterais mes parents, qui sont plus là. Et voilà, j'ai perdu mon père très jeune, hein, j'avais 14 ans, et ma maman il y a longtemps aussi. Juste pour qu'ils voient ce que je suis devenue et qu'on puisse échanger. Et puis parce qu'ils m'ont apporté beaucoup de choses, même si, comme tout le monde, j'étais un peu à un moment donné à distance. Bien sûr. Ça, j'aimerais évidemment les avoir. Et après, c'est très difficile, je trouve, parce que il y a tellement de gens qui sont inspirants. Voilà, enfin après, si je vous dis Simone Veil, j'en sais rien, Rachel Kahn, que je suis aussi, des femmes qui ont ouvert la voie, et voilà, Marie Curie, enfin toutes ces femmes qui quand même à un moment donné, soit parce qu'elles ont vécu, soit parce qu'elles ont porté, n'ont pas été reconnues, ont été reconnues mais l'ont fait dans des situations difficiles. Et puis tous les hommes qui m'ont accompagnée, en fait. Franchement, j'aimerais bien arriver à mettre à une table, parce que je pense qu'ils le savent pas, tous ces hommes qui, à un moment donné, peut-être parce que j'avais pas eu de papa, m'ont tendu la main, m'ont donné cette petite tape sur l'épaule, m'ont donné un pyjama trop grand. Et ça, vous pourriez les réunir? Et ça, je pourrais les réunir. Il y en a quelques-uns que je ne vois plus. Et il y en a quelques-uns, là, je profite aussi de ce temps que j'ai pour les revoir. Et c'est vrai, c'est génial. Et je trouve que c'est important. Et à chaque fois, ça me fait rire parce que aujourd'hui, je pense à un en particulier avec lequel je déjeunais il n'y a pas très longtemps. Et je sentais que j'étais face à un père, en fait. Ouais. Vous êtes... Et à hier. Hein.
vraiment plus du tout dans cette position où moi j'étais la jeune fille ou la jeune femme Ben oui, en demande de vous êtes conseil. imposé. Et du coup, ça m'a fait vachement de bien aussi parce que je lui ai dit merci. Je lui ai dit c'est bon, ça y est, c'est fait. Eux ont apprécié, en tout cas, ou lui, par exemple, Ouais. parce que parfois c'est peut-être même un peu mais lointain. après, lui aussi se dire mais Laurence, je me rends pas compte de ce que j'ai fait à l'époque. Oui, bien sûr. Donc ça, je trouve que c'est encore plus C'est chouette. hyper précieux. Ouais. Quelque chose qu'on ne sait pas sur vous. Alors, je ne sais pas si je vous ai le dire. Vous n'êtes pas obligé. Ah bah bien sûr. Danser. Mais ça, bon. Ça, voilà, dès qu'il y a de la musique, je tournicote. Et j'avais un petit surnom quand j'étais petite que ma meilleure amie adore me rappeler au plus mauvais moment. Mon Dieu. Jamais au même moment opportun. C'est tourne-cul. Voilà. Et donc voilà. Donc maintenant, ce surnom tout le perdure. monde va le savoir. Mais c'est pas grave. C'est très drôle. Ok, c'est canon. Avant de vous poser une dernière question, je vais vous demander autre chose. Qu'est-ce que vous diriez? Vous l'avez dit tout à l'heure, quand j'ai décidé de quitter les banques alimentaires, certains m'ont dit mais t'es complètement folle, tu as du coup 54 ans, ou je sais pas exactement, pourquoi est-ce que tu fais ça? Quel conseil est-ce que vous avez envie de donner justement à celles et ceux qui hésitent, qui sont dans la même tranche d'âge, qui parfois peuvent être un peu bouffés par les peurs que la société projette sur eux? Qu'est-ce que vous leur diriez? En fait, je pense que c'est très difficile de donner un conseil, très honnêtement. C'est pas que je veux pas répondre à votre question, mais je suis actuellement accompagnée par un cabinet d'outplacement et je vois des gens qui vivent cette transition professionnelle tellement différemment. Il y en a qui la subissent, vraiment. Il y en a qui sont moteurs ou acteurs. Il y en a d'autres qui sont dans un entre-deux. Il y a les super confiants. Il n'y a pas de doute, dans 3 mois, ils ont retrouvé un boulot. Je trouve que c'est difficile de donner un conseil, mais moi, je n'avais pas le choix, en fait. Je sentais cette urgence. Je suis partie à un moment donné où tous les signaux étaient au vert, où j'avais, de mon point de vue, accompli ce que j'avais à faire. Voilà, avec des choses très tangibles dont je vous ai parlé, des finances, le nombre de bénévoles, la place des banques alimentaires aujourd'hui dans le paysage des associations qui comptent. Et j'avais un peu peur de faire l'année de trop, quoi. Et puis, c'est une question d'énergie. Donc moi, très honnêtement, là, je me sentais pas l'énergie de repartir. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux partir et le peu d'énergie qu'on a, le remettre dans son prochain projet. Ce qui est aussi vachement courageux. Et moi, je pense comme vous que partir quand on est plutôt, on va dire, dans de bonnes conditions, quand on n'est pas complètement chassé, quand on n'est pas complètement aigri, c'est probablement le bon moment pour partir, plutôt que d'attendre que ça se délite, où là, ça devient finalement, je crois, beaucoup plus douloureux. Et puis, je vois bien, justement, en vivant cette expérience collective et individuelle en ce moment, que la transition professionnelle, c'est plus un tabou. Voilà, moi, je me faisais une image des gens qui étaient en transition il y a même 10 ans. Je disais, mais si ça m'arrive, mais je ne m'en remettrai jamais. L'enfer. Comment je vais faire? Alors que je l'avais fait finalement avant de partir en Polynésie et que je l'ai fait un peu en rentrant en faisant du bénévolat. Donc, mais c'était pas signé de la même manière. Donc voilà, j'ai pas de conseils à donner, mais en tout cas de s'écouter et effectivement de pas se retrouver en position de le subir. Le mot de la fin pour vous, Laurence, est-ce qu'il y a quelque chose que je vous ai pas demandé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire en guise de conclusion? Non, je pense qu'on a presque tout abordé. En tout cas, je suis très contente de votre invitation, Mathilde. Merci. C'est sympa. Parce que c'est aussi de montrer qu'effectivement, à 50 ans, ou plus de 50 ans, on est peut-être un peu plus libre dans sa tête, quoique, mais en tout cas, on a une énergie. On a quelque part un devoir de transmission que les entreprises devraient mieux utiliser. Et ça, j'en reste convaincue, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le scope. Enfin, moi, mes amis qui sont dans le privé me disent régulièrement qu'elles ne font plus partie ou qu'ils ne font plus partie des plans de formation, qu'on on invite les top 200, mais avec la barrière de l'âge fait qu'on n'est plus dans les top 200, que du jour au lendemain, on passe de membre du COMEX à autre chose, alors qu'on a cette expérience, qu'on peut être plus réfléchi, que oui, peut-être qu'on a moins envie de se battre avec le couteau entre les dents que quand on est plus jeune, mais pour autant, on a aussi beaucoup de choses à apporter. On est peut-être plus lumineux, plus authentique aussi que quand on a 25 ans et notre carrière à faire. Bon, je crois que c'est la plus belle des conclusions. Et je suis évidemment, jugée partie, mais tellement d'accord. Et en fait, nous, parmi les activités qu'on essaye de proposer et qu'on propose aux entreprises, il y a effectivement l'idée de se dire,
vous allez avoir de plus en plus de seniors dans vos entreprises parce que l'évolution démographique est peut-être un jour une forme d'obligation de l'État. Apprenez à les développer, apprenez à exploiter, mais dans le sens positif du terme, leur plein potentiel. C'est un gâchis humain et économique qui, en toute honnêteté, n'a pas de sens. Et donc, les entreprises passent énormément de temps à investir sur les plans de carrière et de formation des jeunes talents, et c'est super. Mais vous savez quoi ? Vous avez des talents qui ne sont pas tous jeunes et que c'est un muscle que vous devez apprendre à développer pour ceux qui ont 20, 25, 30, 35 ans d'expérience. Et il n'y a pas de raison de les mettre dans un placard, il n'y a absolument aucune raison. Donc, merci de partager cette ambition et à la prochaine avec grand plaisir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode au moins autant que moi, abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez pas l'essentiel, l'expérience, c'est tendance. À très vite.